Cette semaine, à Franchement les Tourneaux, on va recevoir Sylvain Ménard dans la deuxième partie de l'émission qui va nous parler du documentaire qui roule pas mal en ce moment à Netflix sur nos amours, les expos. Puis sujet quand même pas mal d'actualité, surtout que moi, je souffre à chaque soir en appuyant les Blue Jays. Malgré mes positions nationalistes, indépendantistes et souverainistes, j'appuie quand même l'équipe de Toronto contre les Américains. Mais j'avoue que j'aimerais ça encore qu'on ait du baseball à Montréal, mais pas dans le stade olympique, là. Dans un vrai stade où on est proche des joueurs. Puis... Mais on l'a pas pris, cette décision-là. Le documentaire en parle, puis Sylvain Ménard va nous en jaser tantôt. Ça va être très intéressant. J'ai avec moi en studio, et elles prendront la parole tout de suite après mon petit édito. D'abord, Marie-Ève Martel, bonjour. Allô, Jacques. Journaliste indépendante. Qui vient de publier, c'est vrai, je voulais le dire. Là. On parlera pas de ça. Non, pas aujourd'hui. Mais un jour, j'ai pu m'envoler. Somme toute parcours. Exact. Alors, je vais le lire, promis. Et je vais t'inviter dans quelques semaines pour qu'on jase de ça. Mais aujourd'hui, on va parler plus... Campagne électorale, Ouais. il reste quelques jours avant le grand jour et parler peut-être des interactions entre les candidats et les journalistes. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire sur notre démocratie? Ouais, le travail des journalistes, là, tu sais, c'est par rapport aux élections municipales, on est en pleine dedans. Exact. Alors, on va te rejoindre tout de suite après cet édito. Et j'ai une autre habituée à l'émission, Caroline Kilsdon, bioéthicienne, vétérinaire. Oui, aussi. Qui va nous jaser de nourriture, non, d'abattage. D'abattage, des enjeux de société, de politique publique reliés à l'abattage d'animaux. 2 dossiers. Oh. 2 sont actuels présentement. Ouais. Excellent, excellent. Donc, on va t'entendre tout de suite après la chronique de Marie-Ève. Peut-être prendre quelques minutes pour revenir sur l'actualité. Comment ne pas parler de ce qui se passe avec les médecins au Québec en ce moment? Moi, je vais vous avouer de façon très transparente qu'au départ, j'étais un peu comme la population au niveau des sondages. Que voulez-vous? On est à l'image d'eux. Et j'avais tendance à être favorable avec le ministre Dubé parce que c'est un dossier que je suis depuis toujours. Et c'est bon de rappeler quand même que les médecins au Québec, ce sont les seuls entrepreneurs privés, travailleurs autonomes, dans un régime public. Et à l'origine, saviez-vous que quand on a fait l'assurance hospitalisation des années 60 et l'assurance santé publique au début des années 70, M. Castonguay, qui est décédé il n'y a pas si longtemps, lui, son objectif, c'était que les médecins entrent dans le système public et deviennent des salariés comme les psychologues, comme les travailleurs sociaux, comme les préposés, comme les infirmières. Mais à l'époque, les docteurs, ils ont dit non, 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 non. Nous, on veut rester des entrepreneurs privés. Puis je pense que déjà là, si on gratte là, dans les archives, on va retrouver des parallèles entre la volonté du gouvernement du Québec de les rendre salariés à plein temps du service public et les méchants communistes, le régime soviétique. Moi, quand j'entendais le porte-parole de la FMOQ nous dire que c'était du soviétisme, je me suis dit, les gens devaient être un peu perdus parce que d'abord, la guerre froide est terminée quand même depuis un certain temps. Et quand j'étais président du syndicat des employés de l'hôpital Charlemagne sur la Rive-Sud, Marc-Yvan Côté était ministre, il voulait envoyer des docteurs dans les régions, puis il disait que c'était le régime soviétique. Donc, on dirait que tu sais, les médecins reprennent un peu la vieille formule pour dire qu'ils sont bafoués, pas écoutés, puis... Bon, on va mettre une affaire tout de suite au clair. Une loi spéciale, c'est jamais une bonne idée. Moi, je le sais, dans le secteur public, quand il y a une loi spéciale, avant de renégocier calmement quelque chose, c'est complexe. Mais là, ce qui est fou, c'est que là, loi spéciale, et le ministre dit, mais venez vous asseoir, on va jaser de rémunération. Ben, attends un peu, là. Alors là, une loi spéciale pour leur interdire de faire des moyens de pression. Vous savez que les médecins n'ont pas le droit de faire la grève parce que c'est une question de santé publique. Alors là, on leur dit, vous pouvez pas boycotter les cours, vous pouvez pas, faire des manifestations X, Y, Z. Puis en plus, on va établir maintenant la nouvelle forme de rémunération, puis on va vous mettre des quotas, mais on est prêt à discuter. Alors là, je regardais les porte-paroles des médecins qui disent, non, nous, on parle plus avec lui, là. Avec M. Dubé, on ne veut plus parler avec, et on va parler avec le premier ministre. Alors là, est-ce qu'il y aura passage? Au début, je me suis dit, c'est fini ça, il ne se passera rien, mais ça a l'air que dans la loi, inextricable, incompréhensible, on m'a mis au défi Lila, et si tu comprends quelque chose, on te donne 5 morceaux de robot.
Et il semblerait que dans la loi, il y a des alinéas concernant la rémunération. Donc, tout est encore possible de discuter de... Fou quand même, là. Oui, mais tu sais, c'est l'Halloween, hein, aussi, Jacques, faut pas t'oublier ça. On a décidé de faire peur un petit peu aux médecins puis de se disputer le plat de bonbons. Tu penses? Moi, je pense. Tu penses, ouais. 50 lois spéciales dans l'histoire du Québec, de la part des gouvernements. Et un jour, on reviendra là-dessus. Moi, je parlais avec quelqu'un qui est en lien avec le ministère du Travail hier et on se disait, comment ça se fait que quand c'est le gouvernement canadien, le gouvernement du Québec, qu'on n'est pas capable d'avoir des relations de travail saines? C'est fascinant quand même. Grève dans le transport à Montréal, là. Hein? La société de transport s'assoit sur ses deux mains, négocie pas. Le syndicat dit, nous autres, on est prêts, le président est prêt à aller à la table. Il se passe rien. Dans la santé, c'est la même affaire. Dans l'éducation, Air Canada, le port de Montréal, Post Canada. Qu'est-ce qui se passe actuellement avec Post Canada? C'est un peu la déroute. Et moi, j'ai fait un peu un appel récemment en disant, si j'étais conseiller de Mark Carney, peut-être qu'il faudrait qu'on se penche là-dessus. Les dynamiques de relations de travail au Canada, puis peut-être le Québec, les dynamiques de relations de travail, comment on peut assainir, disons, et trouver des solutions à des problèmes qui sont réels, là. Des problèmes qui sont réels. Caroline, les médecins, toi, ça te... Oh! Ben... Là, tu viens de toucher à ma vie privée, là. Ah oui? Oui, oui, oui. J'ai été 28 ans avec le père de mes enfants qui a gradué comme médecin spécialiste quand même tardivement dans notre vie de couple parce qu'on a eu nos enfants très jeunes. Donc, quand nos enfants avaient de 4 à 11 ans. Il est toujours en pratique? Il est toujours en pratique, OK. oui. Tu peux te donner un droit de réserve. Tu n'es pas obligé de... Non, mais écoute, honnêtement, j'ai regardé... je trouve que c'est extrêmement complexe. Moi, la partie qui m'a beaucoup interpellée, c'est le fait que j'ai été présidente de mon ordre professionnel et c'est ce qui s'est passé avec le docteur Gaudreault, qui est le président du Collège des médecins, puis que j'ai beaucoup côtoyé quand j'étais moi-même présidente. Ça, cet aspect-là est venu... c'est par cet angle-là que je me suis particulièrement intéressée au dossier. Pour le reste, c'est tellement complexe, le système de santé. Avec les réformes, par-dessus réformes administratives, par-dessus réformes. Puis là, ben écoute, tu sais, les groupes de médecins ils disent c'est pas la rémunération, c'est l'organisation du travail, c'est les salles d'opération. C'est ça, mais en même temps, on sait que c'est pas tout à fait vrai que c'est seulement ça. Là. Non. Quand c'est facile à voir dans les, quand on parle dans les d'entrepreneurs, messages qui passent. Bien là. sûr, quand on parle d'entrepreneurs, à l'origine des CLSC, il y avait des médecins à salaire. Hein, ça existait. Maintenant, on n'est plus là. Donc, voilà le message passé sur ce qui se passe entre les médecins et le gouvernement du Québec. Après la pause, Marie-Ève Martel. On est de retour à Franchement-les-Tourneaux et comme je l'ai mentionné en introduction, Marie-Ève Martel va nous parler de journalisme, de politique électorale municipale et Caroline Kilsdon qui est avec nous aussi en studio et qui va intervenir dans la deuxième partie de l'émission. Marie-Ève, bonjour. Allô, Jacques. Alors, les élections municipales. Ben oui, tu connais ça, hein? Ah, tu peux? Oui, mais tu sais, justement, quand tu te présentes pour être maire ou conseiller, ce que tu veux, c'est que tout le monde parle de toi et de tes idées. Tu veux que les médias n'arrêtent pas de parler de toi. Moi, je me rappelle quand je couvrais des... Ben oui, mais quand je couvrais des campagnes électorales, j'avais des candidats qui m'écrivaient quasiment tous les jours pour que je parle d'eux autres. Je disais, minute. Mais il y a quand même des candidats qui ne veulent pas que les journalistes parlent d'eux ou qui veulent plutôt contrôler comment ça se passe. Il y a quelques petits exemples. Là, ça existe, ça? Ben, pendant la campagne, il y a au moins deux personnes là, qui ont fait jaser d'elle, puis c'est pas un peu ça que je veux revenir aujourd'hui. À commencer par Québec, on a le Parti Respect citoyen qui est dirigé par Stéphane Lachance. Donc lui, de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il veut ramener l'ordre et la saine gestion des finances à l'Hôtel de Ville, ce qui est un très bon engagement. Hein? Je veux dire, il n'est pas le premier à l'avoir pris, mais on espère toujours que la personne qui va rentrer va être la bonne. Et en fait, là, pourquoi je parle de lui, c'est qu'il a tenu un point de presse et il n'a pas invité Le Soleil et Radio-Canada, qui sont quand même deux gros médias dans la capitale. Et en fait, quand c'est sorti, bien évidemment, les autres médias se sont intéressés à ça. Et ce qui a été répondu, c'est que le Parti Respect citoyen jugeait que les médias faisaient du salissage, qu'ils ne traitaient pas des enjeux importants, parce qu'ils avaient publié des nouvelles à l'effet que M. Lachance avait pas payé ses taxes municipales, avait vu son permis de conduire suspendu pour avoir omis de payer une contravention, là, si je me trompe pas. Là. Mais bref... C'est le gars qui a offert une job à Sam Hamad, ça?
Ou ça en a un autre? Je ne sais pas. Alors, je ne m'embarrasserai pas là-dessus. OK. Mais c'est ça, tu sais. Donc, et ça, c'est pas la première fois que ce genre de comportement-là, ce genre de réaction-là survient. Et ce qui m'amène à te parler aussi de Jawad El-Kabi à Granby. Je précise que moi, j'ai couvert sa campagne en 2021 et c'était déjà rock'n'roll et c'est de retour comme ça. C'est le maire, ça? Non, c'est un candidat à la mairie. Okay. Donc, c'est la deuxième fois que M. El-Kabi sollicite la mairie de Granby. Je pense qu'il n'y a pas eu 1% des votes là, sous toute réserve. Je n'ai pas les chiffres devant moi. Mais il a le don d'être en altercation avec les journalistes. Autant en 2021, il y avait eu des prises de bec avec certains de mes confrères, consoeurs. C'est revenu aussi cette année parce que M. El-Kabi fait l'objet d'un interdit de contact avec la mairesse sortante, Julie Bourdon. Et il y avait aussi des problèmes là, au niveau du tribunal administratif du logement. Et donc, quand il a lancé sa campagne, j'ai des anciens confrères de La Voix de l'Est qui l'ont questionné là-dessus. M. El-Kabi n'a pas aimé, donc il s'est emporté. Et lui, en fait, là, il est journaliste pour un média quand il n'est pas candidat à la mairie. Et donc, il a utilisé sa plateforme pour avancer et calomnier mes anciens collègues, comme quoi la ville les payait pour être biaisés en la faveur de la mairesse sortante qui sollicite un deuxième mandat, que les médias locaux obtenaient des subventions pour être biaisés. Bref, c'est des accusations qui sont quand même assez graves. Oui, tout à fait. Surtout pour un média. Et là, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec a fait une sortie parce que M. El-Kabi avance ça sans aucune preuve. Ça a sorti dans l'Express et puis là, étant donné que M. El-Kabi ne veut plus parler à La Voix de l'Est, il reste l'Express qui est l'hebdomadaire aussi là-bas. Malheureusement, M. El-Kabi n'a pas plus aimé les questions du journaliste de l'Express. Donc, a fait une autre sortie sur son site pour dire que l'Express aussi est un média corrompu. Ah! Donc, ça fait un peu... avec là, la FPJQ est sortie encore. Et en fait, bon, ça, c'est deux exemples. Mais moi, dans le fond, tu sais, ce que j'ai le goût de dire, c'est quand on est candidat à un poste électif puis qu'on n'aime pas les médias, on a de la difficulté à gérer les questions des médias pendant la campagne électorale, bien, je veux dire, c'est un bon test parce qu'une fois qu'on est élu, bien là, on ne peut pas vraiment s'échapper des médias parce qu'on est là avec une charge publique, il faut rendre des comptes. Bien sûr, bien sûr. Donc, je veux dire, moi, je trouve que ça montre vraiment la polarisation qu'il y a en ce moment dans la société, la méfiance à l'égard des médias. Pourtant, tu sais, je veux dire, les journalistes, c'est un rouage de la démocratie au même titre que les élus, que la justice et tout ça. Ouais, donc, absolument, même que c'est un rouage qui, malheureusement, gagnerait à être plus présent dans l'ensemble des villes ou des élections municipales. Tout à fait. Je le rappelle, c'est parce que là, il n'y a plus de nouvelles plus de nouvelles locales sur Facebook, mais tu sais, c'est pas Facebook qui va envoyer quelqu'un à l'hôtel de ville. Non, qu'ils sont bien gérés. Non, c'est clair. Mais j'aurais le goût de... Là, tu donnes deux exemples de phénomènes, là, puis j'ai pas de misère, évidemment, à croire qu'il y en a d'autres qui ont ce type de pratique. Mais si on prend la question à l'inverse, puis toi, tu es une journaliste, tu as couvert des campagnes électorales municipales, est-ce que, en général, les maires, les mairesses sont accessibles ou il y a quand même, à l'occasion, des conseils municipaux ou des villes dont c'est plus difficile de... ça dépend toujours du sujet. C'est sûr que quand c'est pour nous annoncer la construction d'un nouveau parc ou une aréna, là, évidemment, ils sont contents. Quand c'est nous qui posons des questions parce que ça brasse un petit peu, là, ça va être plus frileux. Mais en même temps, moi, personnellement, quand je suis journaliste de terrain, que je couvre une campagne électorale, ce que je me plais à dire aux candidats, c'est qu'on va être comme un vieux couple. Si vous êtes élu, je vais être là quand ça va bien, puis je vais être là quand ça va mal, donc pour le meilleur et pour le pire, mais je vais être là, puis c'est mon travail de poser des questions. Et dans le cas qui nous intéresse, les deux cas qui nous intéressent, allez voir le passé de ces personnes-là, allez voir s'ils ont des déboires avec le système. C'est pas pour les prendre en défaut, c'est dans l'intérêt public parce que quelqu'un qui aspire à gérer une charge publique, à représenter ses concitoyens, on s'attend à ce que ces personnes-là soient irréprochables. Donc, c'est sûr que si ces personnes-là ont vécu des mésaventures, disons ça comme ça, avec le système, ou qui ne sont pas des citoyens qu'on dit exemplaires, les électeurs sont en droit de le savoir pour prendre une décision une fois à l'urne. Oui, absolument, absolument. Donc, c'est ça. Et là, je veux dire, c'est une fois que les gens sont élus, ils ont des comptes à rendre. Là. Mais tu sais, moi, j'en ai vécu des conseils municipaux où ma présence dérangeait. J'ai déjà été expulsée d'un hôtel de ville. J'ai déjà... Ah oui, t'as connu ça? Il fut ça fait 12 ans de tout ça, puis ça s'est réglé depuis ce temps-là avec ce maire-là qui n'est plus en politique. Mais j'ai déjà vécu aussi
une séance de conseil où le maire était excédé des questions des citoyens et qui a coupé court à la séance parce qu'il ne voulait plus être questionné sur une apparence de conflit d'intérêts. Donc, non, c'est ça. Je veux dire, oui, c'est beau la politique, c'est très noble de vouloir se présenter là-dedans, mais répondre aux questions, que ce soit des journalistes ou des citoyens, ça fait partie de la job. Donc, la campagne électorale, on est là pour poser des questions. Justement, on vous met un peu à l'épreuve parce qu'on veut assurer aux électeurs la qualité des candidatures. Considérant que, on a celui au sud de notre frontière qui traite les journalistes comme de la chenoute, Ben oui. on va rester poli, mais qui reçoit à peu près juste ceux qui sont des perroquets du message présidentiel, combiné quand même au déclin, entre guillemets, de la presse écrite, notamment dans les régions. On le sait, là, on en a souvent parlé. Oui. Il y a les coops de l'information là, qui sont venus soutenir des journaux régionaux comme La Tribune, Le Nouvelliste. Il y a Yvon Laporte qui est régulièrement à notre émission. Une chance qu'on les a. Une chance qu'on les a. Mais quand tu as ces effets combinés-là, on dirait qu'on s'en va pas vers mieux pour la pratique journalistique et puis la transparence politique. Ah, ben c'est tout à fait sûr, parce que c'est rendu correct d'attaquer les médias, hein? Pas sur les faits, mais sur le choix des nouvelles. Parce que maintenant, quelqu'un qui n'aime pas le contenu d'une nouvelle va dire que c'est des fake news, va tenter de discréditer le journaliste, alors que un journaliste professionnel, bon, c'est comme un vétérinaire, hein, Caroline? On respecte un code d'éthique, de déontologie. J'en parle assez souvent sur ces ondes d'ici, des maudites règles déontologiques, mais c'est ça, c'est pour garantir que quand moi, Marie-Ève Martel, je mets mon nom, je mets ma face et mon courriel sur un reportage, c'est mon saut de qualité pour vous dire, j'ai fait des vérifications. Je suis pas à l'abri des erreurs, mais j'ai fait mon travail et vous pouvez considérer que mon reportage est de qualité. T'sais, parce que dans le fond, c'est ça. Un journaliste qui travaille comme un cabochon, ben ça finit par se savoir, puis les gens font plus attention à ce qu'il fait. Tout à fait. Mais ça reste que c'est essentiel de pouvoir questionner. Puis dans certaines villes où le conseil municipal, c'est une équipe qui occupe 100% des sièges, souvent, ben, le citoyen ou le journaliste est le seul contre-pouvoir qui peut questionner ces décisions-là. Puis laissez-moi vous dire que j'en ai fait des conseils municipaux où il y avait plus de gens à table du conseil que dans la salle. Ah ben, bien sûr. Puis quand les gens sont dans la salle et qui posent des questions, souvent, je veux dire, une fois qu'ils ont posé leurs questions, on leur enlève le micro et parfois, on répond même pas à la question vraiment après. On leur demande de se présenter à l'hôtel de ville, des fois. Puis, fait que les citoyens, ils n'ont pas des moyens comme les journalistes peuvent avoir. Puis ajoutons à ça aussi que, tu sais, avec certains débordements qu'il y a eu dans les dernières années, les citoyens, certains citoyens vont nuire à leurs concitoyens en respectant pas les élus non plus, hein, parce qu'il y a toute la question du respect. Mais, tu sais, le respect, ça va dans tous les sens. Citoyens, élus, journalistes, tout le monde devrait se respecter dans un combat, parce que dans le fond, les journalistes puis les élus, puis ça va faire une bonne conclusion, on travaille pour le même genre, on travaille pas pour la même façon, mais tous les deux, notre loyauté va à la population. Bien sûr. Ouais. C'est juste qu'on le fait pas de la même façon. Puis c'est les fameux check and balance qui commencent à manquer aux États-Unis un peu. Là, hein? On se surveille entre nous autres pour être sûr qu'on fait un bon travail. Ben oui, et puis là, tu parlais de Facebook tantôt, mais moi, je rappelais à mes garçons que sur TikTok, là, c'est pas de l'information, ça, là. Puis quand il y a des contenus d'information, c'est parce qu'il y a un journaliste ou une journaliste qui a fait de l'enquête, que ce soit au Soleil, au Journal de Montréal ou à La Presse ou dans un journal de région, peu importe. Il y a un journaliste qui a fait un travail d'enquête pour te permettre après ça, comme commentateur, comme chroniqueur, de faire le travail qu'on fait. Le jour où ce travail-là n'existe plus, bien là, on est à la merci d'une production d'informations. Et là, faire la distinction entre ce qui est vrai du pas vrai, ça va devenir de plus en plus compliqué. Laisse-moi te citer le slogan du Washington Post, le célèbre Washington Post. « Democracy dies in darkness ». Donc, la démocratie meurt dans l'obscurité. Oui, sur ces bonnes paroles, on va aller à la pause. Puis au retour, Caroline Kilsdonk nous ferait sa chronique. On est de retour à Franchement les Tourneaux. Marie-Ève Martel est toujours avec nous en studio et on reçoit, comme je l'ai mentionné en introduction de l'émission, Caroline Kilsdonk, qui est bioéthicienne, vétérinaire. Bonjour, Caroline. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Deux sujets. Oui. D'abord, l'abattage préventif pour des raisons sanitaires. Oui. Et puis après, l'abattage ça va être rituel. l'abattage rituel. Alors, deux sujets qui sont reliés à l'abattage d'animaux.
Tu sais que j'aime les sujets, tout ce qui a rapport à nos relations avec les animaux, mais vraiment au sens très large. Puis d'autant plus quand ça vient toucher des enjeux de société ou de politique publique. Et on sait très bien que les politiques publiques sont aussi influencées par la politique elle-même. Fait que ça, c'est pour nous ramener au thème de ton émission. Ben oui, bien sûr. Alors, c'est ça. Donc, mon premier sujet, c'est l'abattage d'animaux pour des raisons sanitaires. Je vais te raconter une petite anecdote. Quand j'étais étudiante en médecine vétérinaire dans les années 80, on est dans un auditorium et puis on nous montre un petit documentaire des archives. Et ce document-là est disponible sur Internet. Je l'ai trouvé sur BANQ. Et c'est un vidéo tournée en 1952 en Saskatchewan. Il y a eu une éclosion de fièvre afteuse. Là, je vous le dis tout de suite, là, il n'y a pas de suspense. Il n'y a plus eu de fièvre afteuse au Canada depuis cet épisode-là. OK. Mais je vous dis, on était dans l'auditorium, les étudiants, on regardait l'écran et on était figés. Parce que les scènes étaient à glacer le sang, parce qu'on a regroupé des milliers d'animaux. Ils avaient creusé des grosses fosses. Aïe, aïe, aïe. Ils ont regroupé des milliers d'animaux. C'était quoi, les animaux? Il y avait des moutons, des porcs et des bovins. OK. Et puis, à l'époque, méthode d'abattage rapide, efficace, c'était pas les méthodes aussi raffinées que maintenant, surtout pas un abattage de masse. Alors, c'était des tireurs qui étaient tout le tour. Et nous, on était toutes frissonnants, là, les étudiants, à regarder ça. Et je peux vous dire que le message a passé. La prévention des maladies, c'est pour ça que nos agences gouvernementales sont là, puis éviter des épisodes comme celui-là. On l'avait bien reçu, le message. Hier, moi, j'ai publié un article dans l'Actualité hier sur un dossier d'abattage actuel qui cause beaucoup de controverses. C'est une ferme d'autruches en Colombie-Britannique qui s'est fait ordonner une ordonnance d'abattage. C'est 400 autruches. Je pense qu'il y en a 70 qui étaient décédés. Et là, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a ordonné l'abattage du reste des animaux pour prévenir la circulation du virus, là, de la grippe aviaire. Et les propriétaires refusent. Alors, ils ne veulent pas les abattre. Ils ne veulent pas. Alors tout ça est au cœur d'une bataille judiciaire en ce moment. Mais là, qu'est-ce qui vient intervenir dans ce débat-là? Bien, la résistance des propriétaires, évidemment. Il y a des groupes de militants pour le bien-être animal qui se sont impliqués là-dedans. Mais non seulement ça. On ajoute là-dedans John F. Kennedy Jr., qui est à la tête de la santé, qui est venu se mêler du dossier canadien parce que... Il veut y ramener, je pense. Oui. Ça, il veut y ramener à la Maison-Blanche, dans la salle de bal. Dans la salle de bal. Je n'avais pas vu passer celle-là. Il y aurait 2 types d'autruches à la Maison-Blanche, c'est pas pire. On se concentre. C'est ça. Alors, c'est ça. Ça se mange de l'autruche, là? Oui, okay. Ça se mange. Et c'est pour ça qu'il y a une ferme, oui, c'est ça, parce que ça se mange. Et puis, ça pond et ça se mange. Alors, donc, c'est ça. Puis il y a le docteur Oz aussi, qui est devenu une des personnalités là, américaines qui est dans le mouvement de protestation contre... Marie-Ève me déconcentre beaucoup avec ses mouvements d'autruche. T'es bien parti, ça va très bien. Je veux pas panquer ton deuxième. Je voulais expliquer aux gens pourquoi je t'ai déconcentré. Alors, alors c'est ça. Donc, tout un mouvement de protestation contre les mesures sanitaires qui vient se mêler de ça et rendre le dossier encore plus complexe. Mais comment ça va virer, cette affaire-là? Bien, c'est devant les tribunaux. Et les tribunaux, malheureusement, sont très mal adaptés à ce genre de situation-là parce que ce genre de situation-là peut être dans une certaine urgence sanitaire. Et puis, les tribunaux, on sait ce que c'est. Mais ça prend toujours du temps. Je veux juste bien comprendre. C'est-tu un abattage préventif ou il y a des cas actuellement de grippe aviaire? Il y a des cas. Il y a eu des cas, et donc c'est sûr qu'il y aurait certains animaux, je ne sais pas s'ils ont été retestés individuellement, mais c'est sûr que c'est tous des animaux qui ont été exposés. OK. Et puis là, il y a des préoccupations. Ça aussi, ça vient toucher tout le mouvement post-COVID et tout ça, parce qu'il y a des préoccupations pour la santé humaine là-dedans. Parce que plus des animaux malades côtoient des humains, plus il y a de risques
que les variants de grippe humaine et les variants de grippe aviaire se combinent et que ça se transmette en fou. Là, on veut pas ça. On veut pas ça. Exact. Mais ça ramène tout le débat aussi de la stratégie d'abattage systématique, là, parce que ça, c'est remis en question dans le milieu. Excuse-moi, j'ai l'impression de tout connaître ça. J'ai fait un dossier pour la terre de chez nous. C'est très correct. J'en parle dans la terre de chez nous, ça. Fait que c'est pour ça. Mais... je n'avais pas vu que tu avais écrit là-dessus. Je pense pas sorti encore. C'est pour ça. Mais oui, la stratégie d'abattage systématique, ça, c'est remis en cause par plusieurs éthiciens, plusieurs vétérinaires aussi, là. Bien, tout est à contrebalancer. Hein? C'est sûr qu'il faut minimiser les risques le plus possible. Alors, c'est ça. Donc, ça appelle à une réflexion face à l'abattage systématique. Puis la vaccination qui est très chère. Il faut parler dans le micro, parce que là, si tu t'en vas là... micro, si tu t'en vas là, on va te perdre. Je pensais que tu me faisais signe pour le temps. Non, je ne savais pas que c'était pour les le deux. micro. Mais pour le micro, ça, il faut parler dedans. Okay. Puis là, je vais la chicaner, là, parce qu'elle est en train de te faire perdre ton fil. Alors, l'abattage... Non, mais je veux parler de l'abattage rituel. Moi aussi. Je comprends que cette question-là, devant les tribunaux, n'est pas réglée. Mais non, tu peux continuer. Voyons, je te taquine. L'abattage rituel. Oui. L'abattage rituel. Ce dossier-là a sorti dans l'actualité à cause d'une lettre écrite par Fatima Aboubakar, Bakr, je pense qu'on dit, et Nadia El Mabrouk. Et c'est au sujet d'un dossier de nourriture dans les garderies où des garderies servaient seulement de la viande issue de l'abattage halal. OK. Bon, là, on va faire un petit pas de recul. Une garderie privée? Qu'est-ce que c'est. Une garderie privée? Je ne suis pas certaine, mais d'une manière ou d'une autre, je pense qu'elle était subventionnée. Je pense qu'elle était subventionnée. Alors, il y a le côté étatique là-dedans. Alors, qu'est-ce que c'est l'abattage rituel? Bien, ça existe depuis très longtemps. Donc, il y a l'abattage traditionnel juif qui s'appelle kasher et celui musulman qui s'appelle halal. Mais dans les deux cas, ce qu'ils demandent, c'est que l'animal soit saigné. Donc, on parle de se faire trancher la gorge. Puis là, on va parler surtout de bovins dans ma discussion aujourd'hui pour simplifier les choses, avant que l'animal soit insensibilisé. Pourtant, on a des lois au Canada, au Québec, qui obligent à désensibiliser l'animal, lui faire perdre conscience avant l'abattage. Mettons, d'un abattoir de cochons, là, ils les endorment avant de les électrocuter. Oui, bien, les cochons, pour le halal, c'est pas trop un problème parce qu'ils n'en mangent pas. Non, je vais essayer juste illustrer ton histoire. Absolument, Il faut les calmer avant de les passer. C'est ça. Sauf que il y a des exceptions qui sont prévues pour l'abattage rituel. Alors, ça pose beaucoup de questions à beaucoup de gens, d'autant plus qu'on sait que la viande qui est abattue de cette façon-là n'est pas nécessairement étiquetée telle qu'elle. OK. Donc, il y a des grandes quantités de viande d'animaux abattus de manière rituelle qui se retrouvent à ne pas être étiquetés. Donc, si toi, Jacques, tu vas à l'épicerie puis tu achètes du bœuf puis c'est pas écrit dessus halal ni kasher, toi, tu vas supposer que c'est de l'abattage régulier puis que l'animal a été insensibilisé avant, mais non. C'est pas le cas parce qu'il n'y a rien qui oblige à ce que toute cette viande-là soit étiquetée telle qu'elle. Mais j'ai une question quand même, là, parce que moi, j'ai toujours pensé que si tu vas acheter de la viande kasher, tu vas dans une épicerie juive, puis si tu veux acheter de la viande halal, tu vas d'une épicerie arabe. Non, regarde bien sur les rayons des épiceries. Chez GA? Ben oui, c'est écrit dessus le paquet. Oh, j'ai jamais regardé ça. Oui, regarde, tu vas voir. Okay. Et même celle qui n'est pas étiquetée telle qu'elle peut l'être. Donc, raison de plus. OK, mais ton problème que tu soulèves, parce qu'il nous reste 3 minutes, là, c'est la méthode d'abattage ou c'est le fait que ça se retrouve ces tablettes puis ça ne soit pas indiqué? Bon. La méthode d'abattage, c'est une question que je ne vais pas régler comme vétérinaire parce que c'est une question qui relève de la place, de la primauté qu'on accorde aux religieux. Oui, puis ça existe depuis Moïse. Dans nos lois. Hein, alors, c'est pas moi qui vais régler cette question-là. Moi, je dirais qu'il y a quand même la question de l'étiquetage qui est quand même importante. Il y a la question de nos institutions publiques ou subventionnées par l'État et du choix qui est donné aux gens. Alors, la question de l'étiquetage, en réalité, viendrait régler une bonne partie des questions parce que tous les gens qui veulent consommer de la viande d'animaux qui ont été abattus en
en perdant conscience avant d'être saigné, bien, les gens, à ce moment-là, auraient la possibilité de savoir... De savoir d'où elle vient. C'est ça. Fait qu'en gros, cette question-là, ça concerne nos valeurs communes face au bien-être des animaux, la place qui est accordée aux religieux, les accommodements qu'on peut faire. Oui, c'est un accommodement raisonnable, ça? Bon. Ou pas? Je me prononcerai pas. OK. Toi, dans le fond, c'est un accommodement. Toi, dans le fond, tu lances plein d'affaires, puis après ça, tu dis... Oui, c'est ça. Mais okay. Je vais juste amener l'autre point. Si on juge que c'est un accommodement raisonnable, bien, à ce moment-là, il faut aussi accommoder ceux qui veulent être sûrs qu'ils ne consomment pas de la viande abattue de cette façon-là. Alors ça, c'est le point que je voudrais quand même amener. Et c'est là que la question de l'étiquetage viendrait régler la question pour que les gens puissent choisir selon leurs propres convictions. C'est une discussion qui a beaucoup animé un groupe de vétérinaires dans lequel je suis invitée. J'imagine. Dans les dernières semaines, oui. Ben oui, puis on peut te lire là, dans le dernier numéro de l'actualité. Pas sur l'abattage rituel, mais sur la première question de l'abattage de la ferme d'autruche. Oui, alors, on vient de se rendre compte qu'on a écrit toutes les deux sur le sujet de la ferme d'autruche. Et sûrement qu'on aura l'occasion d'écrire sur autre chose. Non, mais on ça aura me ferait plaisir, ma chère. Non, mais on pourra peut-être reprendre cette discussion-là, là où tu la laisses. Fort intéressant. Ouais. Merci. Merci infiniment, Caroline. C'était très bien. Merci de m'avoir reçu. Après la pause, on va parler de baseball, des amours, de la disparition des expos avec Sylvain Ménard. On est de retour à Franchement-les-Tourneaux. Alors, Marie-Ève Martel et Caroline Kilsdon sont toujours avec nous en studio. Et là, comme je l'ai annoncé avant la pause, qui a tué les expos de Montréal sur Netflix, notre ami Sylvain Ménard, bonjour! Mes hommages, salut tout le monde. Alors, Sylvain, t'as écouté ça comme ben du monde? Ah, le premier jour où c'était disponible. Ça, c'est à cause que les Blue Jays sont en série mondiale, puis ça t'a doublement... Non, c'est que j'aime le baseball en particulier, mais l'histoire des expos, il y a quelque chose de passionnant là-dedans. Puis je me disais... Enfin, voilà peut-être le documentaire qui va répondre à toutes nos questions. Puis, y a-tu répondu? Oui, mais il a répondu à des questions auxquelles j'avais déjà réglé mes problèmes. C'est-à-dire que... Tu avais des réponses déjà. Qui aura tué les expos? Ben, c'est pas une personne en particulier, c'est un ensemble d'événements. C'est un contexte qui n'était pas favorable du tout. Mais pour comprendre ce qui a tué les expos, il faut voir comment les expos sont nés en 1968. Parce que Montréal ne devait pas avoir une équipe en 1968. Qu'on se le dise, les équipes qui étaient en lice pour l'expansion à ce moment-là, c'était Buffalo puis Dallas. OK. Et puis, les ligues majeures, contre toute attente, ont favorisé les candidatures de San Diego puis de Montréal. Pourquoi Montréal? Ben, Montréal était sur une belle ère d'aller à ce moment-là. On venait de passer l'Expo 77. C'était une ville qui était de plus en plus moderne. Le métro se développait. Avec le métro, tout ça. Et il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est qu'à ce moment-là, la différence entre les États-Unis puis le Canada, ben, les frontières, c'était un passage piéton. T'sais. Il n'y avait pas de frontières à ce moment-là. Nos dollars étaient à peu près au pair. Ce qui fait que d'avoir une équipe au Canada, c'était un petit peu... Ça allait de soi. C'était pas grave. C'était pas une considération. Et aussi, les décideurs du baseball majeur à ce moment-là, c'était la vieille garde des propriétaires, des familles propriétaires qui avaient vécu l'époque des Royaux de Montréal, qui est un club ferme des Dodgers de Brooklyn dans le temps. Ce qui fait que tout ce monde-là s'est dit, allons à Montréal, quelle excellente idée, ville moderne, tout ça. Sauf qu'en même temps, Montréal n'a jamais eu les reins très, très, très solides. D'ailleurs, il faut savoir que l'équipe, en 1968, a été payée 10 millions de dollars. Hé, quand même! C'est ça, mais il y avait eu... C'est même pas un joueur moyen, mais ça, déjà, 10 millions. Mais déjà, il y avait un partenaire. Ben oui, ça, Ohtani fait 70 millions par année. On l'a acheté pour 20 games d'Ohtani, finalement. C'est parce qu'à ce moment-là, il y avait déjà un partenariat qui avait été contacté. Il n'y avait pas une seule fortune qui voulait posséder des expos. Donc, on avait approché des hommes d'affaires du temps, c'est-à-dire Sam Steinberg avait été approché, Jean-Louis Lévesque de Blue Bonus, tout ça. Des fortunes. Bon, puis tout ce monde-là a dit « Oh oui, j'embarque », sauf que quand ils se sont fait faire le coup de cochon de l'admission du Club de Montréal, ils disent « Oh, ben là, minute, là, nous autres, on n'était pas vraiment... » On voulait... On n'était pas sérieux. Non, on vous encourage, mais allez-y, les amis. C'est ce qui fait que Charles Bronfman s'est retrouvé avec 40% du club et d'autres partenaires, dont les frères Baudry, qui étaient des amis personnels de Jean Drapeau. Tout ça pour dire que le baseball est né... À Montréal, le baseball majeur est né dans un partenariat dysfonctionnel.
Es-tu allé au parc Jarry, toi? Ben oui. Ah oui, t'es Ok, médecin, oui. mais toi, tu viens de Montréal. Moi, j'ai vu Roberto Clemente. Ah oui? Oui, première fois Puis que Willie Stargell. Puis Willie Stargell. Puis Ray Stennett. Oui, Mais là, on va puis, perdre le puis public. Manny Sanguillan, puis tout ça. Vous m'avez perdu en tout cas. Coco le Boy. Coco Laboy, oui. D'ailleurs, quand on parle de la fortune des joueurs de baseball d'aujourd'hui versus... Ben dans ouais. le temps, Coco Laboy, il habitait dans un 3,5 dans un deuxième étage à Rosemont. tu Oui, sais. puis les appartements coûtaient 50 pièces. Oui, c'est ça. Et semble-t-il qu'il avait plusieurs copines sur la rue. Ah! Oui. Ah, Et ça, que ça a de pas nos changé. jours, il y aurait des héritiers de Coco Laboy qui circuleraient à Bon, Rosemont. là, il va pâtir Ah, une rumeur. Non, c'est pas une rumeur, ça a l'air. OK. Il y a des petits Laboy un peu partout. Fait Mais que quand on comprend Bon, déjà que c'est les ça. assises financières étaient peut-être pas si... c'est que des grosses fortunes, là, on va avancer dans le temps. Oui. OK? Des grosses fortunes personnelles, parce que dans le temps, c'était des fortunes familiales, personnelles, qui étaient propriétaires d'équipes. Ça a bien changé. Tu sais, maintenant, exemple, les Blue Jays appartiennent à Rogers Ben oui. Communications. Les Alouettes appartiennent à Pierre-Carl Péladeau. Il faut comprendre que les Alouettes, ça vaut 10 millions sur le marché, alors que le Canadien de Montréal vaut 3,3 milliards. Oui, tu sais. oui. On parle pas de la même affaire, là. Non. Donc, c'est des corporations qui vont faire un pas en avant pour ramener les expos à Montréal. Hormis, justement, un assemblage qui, forcément, va devenir dysfonctionnel. Parce que dans le documentaire, puis ça, c'est très bien exprimé dans ce documentaire-là qui a tué les expos de Montréal sur Netflix, c'est qu'on réunit des grosses pointures de la finance, puis on leur dit, vous, on veut votre argent, mais on veut surtout pas votre opinion. Alors que c'est des leaders dans leur milieu, chacun de leur bord, puis ils disent, non, vous autres, vous allez avoir Claude Brochu, puis ça va finir là, puis Claude Brochu va C'était prendre le les chef, décisions. lui. C'était le chef. Puis là, à un moment donné, ben, ça se met à grenouiller, ils disent, ouais, mais là, Claude Brochu, on n'est pas d'accord avec lui. Ils disent, oui, mais tout bad, c'est lui le chargé de Mais projet. c'était particulier quand même un peu. Moi, je me rappelais Oui, pas c'était de ça, là, mais quand... Oui, c'était particulier, sauf qu'en même temps, la suite des choses nous a montré que ça ne pouvait pas être autrement. Et puis, il y a une question de contexte. Comme Ben je le oui. disais tantôt, en 68, quand ils ont donné la franchise à Montréal, les douanes américaines, c'était l'équivalent d'une traverse de piétons sur un coin de rue. On passait avec notre permis de conduire aux douanes. On était quasiment le 51e État. Jamais je vous répondrai oui à ça. Jamais. Va jamais. pas là, Jacques. Va pas là. Mais tout ça pour dire que c'est un contexte qui nous montre à quel point aussi la ville de Montréal, c'est pas... Dans nos rêves, là, on a une vision très idéaliste de la ville de Montréal, grande métropole. Premièrement, c'est pas la métropole du Canada. Ça fait longtemps que Toronto le lit. Ça fait longtemps que les sièges sociaux déménagent vers Toronto. Puis ça, c'est arrivé bien avant le PQ. Déjà dans les années 60, les sièges sociaux s'en allaient vers Toronto. Bon, peut-être qu'ils ont eu un petit coup de main en 76, mais la tendance était déjà partie à ce moment-là. Il y a ça. L'autre chose aussi à laquelle il faut penser, c'est que les droits de télévision, ces choses-là, c'est un petit marché, Montréal. Puis un nouveau stade à Montréal, quand il y a eu le stade olympique, d'ailleurs, les expos sont arrivés avant l'engagement du stade olympique. Oui, parce que la question du stade, Sylvain, est Ouais. majeure dans Ben, tout à fait. dans l'histoire, là, Tout à quand fait. même. Là. Mais c'est parce qu'on a une vision très, très folklorique du stade Jory dans le temps avec le lanceur de peanuts, puis le gigueux, puis le joueur de violon. Oui, c'est le fun, là, mais ça appartient à une autre époque. Le stade olympique, quand on a fait la commande à Taillibert, on lui a dit, M. Taillibert, il faut faire un stade aussi pour le football américain puis le baseball. Il a dit, ben oui, c'est sûr. Ben non, il n'a mais- jamais vu un match de baseball de sa vie, Ben ni un non. match de football. Puis il avait pas vu de show de Metallica puis de Pink Ah non, Floyd non, parce c'est- qu'à m'a dire. Et que- le stade olympique, qui correspond en tout point au fantasme que l'on avait sur les stades dans le temps, ben c'est maintenant le contraire. Une structure de béton fermée, faite en conque. Ça n'a Non, mais aucun ça, bon sens. Puis même s'ils sont en train de leur taper en disant, là, maintenant, toutes les grandes tournées mondiales vont Non. arrêter chez nous, c'est pas vrai. Non, Ce qui mais- fait que... À un moment donné, il faut comprendre que le stade, là, ça prend un stade à Montréal, un stade pour les grands événements, un stade en plein air, mais qui va le payer? Parce que la question, et on la voit de ces temps-ci, on dit qu'on n'a pas d'argent pour payer des médecins convenablement, qu'il faut couper leur salaire, tout ça, mais on va construire un stade pour faire jouer Otani qui fait 70 millions par année. Ça a l'air simpliste comme analyse, mais on en revient toujours à ça. Mais t'as pas l'impression, tu sais, tu disais au départ, il y a plusieurs facteurs qui expliquent. Moi, honnêtement, mon sentiment quand j'ai eu fini le documentaire, c'est de me dire, ben ça, c'est belle l'histoire du Québec. Puis On là, a- je voyais, pour pas le nommer, mon préféré, Lucien Bouchard,
qui viennent nous dire, ben là, il faut former des hôpitaux, puis on n'a pas d'argent, puis on travaille pas oui, assez. mais c'est vrai. Puis qu'on coupe, puis le déficit mais zéro. Mais pourquoi construire un stade de baseball quand on a des personnes âgées qui reçoivent des pensions de minables? Alors, on aurait, je m'excuse, on n'aurait pas dû fermer les hôpitaux. Non, mais c'est parce que ce que je veux dire, c'est que les capitalistes canadiens, là, à Toronto, là, ils savent comment ça marche, la business. Tout à fait. Tu sais, les deux Américains qui débarquent ici, on est dans une économie nord-américaine capitaliste. Puis on fait du rattrapage depuis des années. Je pense qu'on avait besoin de donner un petit coup supplémentaire là, pour le bâtir, le stade. Là. Mais en même temps, les gouvernements se font accuser de faire toutes les mauvaises dépenses du monde. Ce qui fait qu'un stade de baseball de surcroît pour des marchés américains, pas sûr. En tout cas, je voudrais pas me lever le matin et avoir à défendre cette position-là. Écoute, là, je le fais un peu exprès parce que j'ai été à ces lignes de piquetage contre les fermetures d'hôpitaux, puis on disait au gouvernement, t'as besoin de pas mettre une scène dans le stade de baseball. Je fais un peu l'avocat du diable ce midi, mais c'est ça un peu qui s'est produit. Mais la raison est toute là. C'est ça. Comme la même chose est arrivée avec les Nordiques, Jacques Parizeau qui avait dit à Marcel Aubu, comptez pas sur nous pour vous faire construire l'aréna, là, hein? Et à un moment donné, il y a des réalités comme ça. D'ailleurs, les expos, dans le temps, quand ils étaient à vendre, quand Charles Bronfman a voulu vendre les expos, M. Pierre Péladeau, père, avait été approché. Puis il avait dit, non, cette affaire-là, avec la verve de Pierre Péladeau, cette affaire-là, ça vaut pas plus que 12 millions. Il avait vu un livre, lui-là, puis il dit, en business, ça vaut 12 millions, cette affaire-là. Donc, ceux qui passent à 100 millions, là, vous êtes fous comme de la... On va-tu revoir ça, du baseball à Montréal, toi? Des événements comme il y avait les Blue Jays qui venaient faire un tour. Ah non, mais toi, tu penses que c'est notre chien mort? Non, c'est clair que c'est notre chien mort. Ah oui? On n'a pas les reins assez solides pour avoir... Encore aujourd'hui? La dernière proposition qu'on a eue, c'est un demi-club partagé avec Tampa Bay. C'était ridicule. On n'est pas assez riche collectivement, c'est ça que tu es en train de dire. Hein? On n'est pas capable de l'assumer. C'est quand même fascinant. On est un des pays les plus riches au monde. Le Québec, on va faire l'indépendance du Québec, puis on n'est pas capable de développer. C'est fascinant. On a beaucoup de bagou pour un peuple qui n'a pas trop de moyens. Encore aujourd'hui, en 2025? Oui. Puis c'est ça l'affaire. C'est ça. C'est pas qu'on n'aime pas le baseball puis qu'on ne mérite pas une équipe puis que les Nordiques méritent pas... Les Québécois ne méritent pas les Nordiques à Québec. On n'a pas les moyens. C'est tout. Et les autres propriétaires sont pas nécessairement intéressés à faire la charité en disant « Ouais, mais on va subventionner une équipe à Québec, ça a l'air que les restos sont bons. » C'est pas de même, ça marche. Qui a tué les Expos de Montréal, il nous reste encore une minute. Mais regardez-le. Les Blue Jays vont-tu gagner? Tu penses? Je commence à avoir du fun. Hein? C'était bon hier. Pour me faire prendre pour une équipe de Toronto, moi, je souffre encore de la défaite de la Coupe Stanley en 67. T'es-tu couché à 3 h du matin avant hier? T'as toffé? Oui. Tout le long? Oui. Moi ici, jusqu'à 3 h. Le dernier coup de circuit, il dit « Ah, ça finit de même. » On savait que ça finirait comme ça. Il n'y avait plus de frappeurs. Non, mais du mauvais bord. Écoute donc, 6h30 assis sur un fauteuil pour ça. Ah, OK. Sylvain Ménard, merci infiniment de ton passage. Puis on va effectivement, qui a tué les Expos de Montréal, il faut voir ça. Sur Netflix. Salut Marie-Ève Martel. On te réinvite bientôt pour parler de ton autobiographie. Un jour, j'ai pu m'envoler. Et Madame Caroline, n'est-ce pas? On vous réinvite pour parler de sujets aussi brûlants qui traversent l'actualité scientifique. Je vous laisse en bonne compagnie avec mon ami Jean-Yves Lemay et à la semaine prochaine. FM 103.3